Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on aborde ensemble les sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré à l'interpellation de 2 suspects samedi soir dans le cadre de l'enquête des bijoux volés du Louvre. Le feuilleton continue donc depuis ce cambriolage spectaculaire ayant mené au vol désastreux de ces joyaux inestimables de notre patrimoine. Alors qui sont les suspects? Comment ces interpellations font-elles progresser l'enquête? Le scénario d'un commanditaire est-il à privilégier et surtout se rapproche-t-on de ces fameux bijoux volés? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec nos experts autour de la table. En culture, une pièce de théâtre qui s'approche d'un délire apocalyptique. C'est au théâtre Le Pic et c'est absolument génial. Si la fin du monde était annoncée, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, dans Les Amis de Fin et Fin, c'est le nom de cette pièce, ils ont décidé d'aller pique-niquer au bord de la mer. Vous allez voir, c'est loufoque, c'est très original et ça vous plaira beaucoup. Le Figaro Histoire nous raconte enfin la comédie française, ça sera en fin d'émission avec Geoffroy Caillé. Deux suspects interpellés samedi soir et placés en garde à vue dans le cadre des investigations ouvertes pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime. Après ce cambriolage très remarqué au Louvre, on en a parlé toute la semaine passée dans l'émission. Vous avez vu, ça fait le tour des médias à l'étranger également. Une citation du parquet de Paris. Je confirme que les enquêteurs de la BRI ont procédé à des interpellations dans la soirée du 25 octobre. L'un des hommes interpellés s'apprêtait à quitter le territoire depuis l'aéroport de Roissy. On va revenir sur ces derniers éléments avec nos invités autour de la table. Pascal Bito-Panelli, vous êtes expert en sécurité et commandant fonctionnel honoraire du SPHP. Merci beaucoup d'être avec nous. Plaisir. Bruno Pomar, ancien instructeur du RAID, président du Cercle de réflexion Initiative Sécurité Intérieure. Et également avec nous, Axel Ronde, vous êtes porte-parole du syndicat CFTC Police. Merci beaucoup, messieurs, d'être tous les trois autour de la table pour nous aider à y voir un petit peu plus clair. Opération de samedi soir déclenchée un peu dans la précipitation par les enquêteurs de la BRB après qu'ils aient appris la fuite possible de l'un des suspects en Algérie. Il a d'ailleurs été arrêté à Roissy vers 22h. C'est quelque chose d'assez habituel de finalement devoir réagir un peu dans la précipitation quand on a déjà des individus sur surveillance depuis un moment? Oui, on peut penser qu'il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné, puisque cette enquête, comme vous l'avez dit, dure depuis près d'une semaine. Il y a plus de 100 enquêteurs qui sont sur le dossier, comme on dit, brigade de répression du banditisme, avec sous la houlette de Fabrice Gardon, qui est le patron de la DPJ, et puis l'ensemble des acteurs autour. Je pense à la BRI, puisque la BRI est un groupe d'intervention, mais également un groupe de PJ qui a travaillé et qui a interpellé cet individu. Je pense qu'il y a eu effectivement précipitation nécessaire, dans le cadre de l'enquête, d'interpeller cet individu. Donc ça vous prouvait que depuis déjà une semaine, les effectifs de police étaient mobilisés, affilés, un nombre peut-être plus important qu'on imagine d'individus susceptibles d'avoir pu commettre cette affaire-là. Donc c'est un vrai travail, encore une fois, d'experts que sont les gens de la BRB, hein, évidemment, les enquêteurs, et on voit le résultat avec l'aide essentielle qu'a été la police technique et scientifique. Parce que c'est à partir de là qu'on a pu avoir des preuves, des éléments, voilà, les 150 relevés. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, et ça a permis de faire accélérer la procédure. Pascal Bito-Panelli, c'est habituel finalement de laisser des individus suspectés sous surveillance. Et si on le fait, pourquoi on le fait là, dans ce cas de figure? C'est pour espérer retrouver les bijoux? Bien sûr. Alors vous savez, dans les phases d'une enquête, il y en a une dizaine. Celle qui s'est très nettement accélérée, elle est quasiment au 7e plan, recoupement-identification. Quand on croise des profils, on arrive à isoler des profils de suspects qui sont cohérents. Là, derrière, c'est si j'ose dire, le pantalon de ces individus, c'est mis la BRI, qui a mené des filatures et en mettant bien sûr des points de vigilance sur les axes de fuite que sont les aéroports, et on a pu procéder à une interpellation. Alors pourquoi on suit, pourquoi on écoute, pourquoi les policiers traquent dans l'ombre ces individus? C'est pour avoir le maximum d'indices, c'est pour essayer de faire un environnement, d'avoir des complices, de savoir, en écoutant les gens, si on peut remonter sur les valeurs. Et comme Bruno l'a dit, ces actions, elles sont menées par des grands services. Rappelons que la BRB a fêté
en 2025. C'est 50 ans. C'est une brigade qui est née en 1975. Avec une grande expertise. Voilà, et même avant, en 1894, je crois, la Sûreté nationale. Donc des enquêteurs très chevronnés qui ont un demi-siècle d'excellence dans la lutte contre la criminalité organisée. Axel Ronde, est-ce que le travail a été bien réalisé? C'est en tout cas ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui a tenu à féliciter évidemment chacun de ceux qui se sont mobilisés depuis ce terrible vol au Louvre. Est-ce que c'est un travail de professionnel qui a été mené? C'est un délai assez court finalement pour retrouver les suspects. Oui, c'était la priorité numéro 1 du ministre de l'Intérieur, hein, Laurent Nunez, qui a donné ses instructions pour qu'on retrouve le plus vite possible les auteurs, mais surtout les bijoux. Donc oui, c'est une grande expertise de la police judiciaire et des fins limiers de la BRB qui sont habitués, si vous voulez, à traquer ces criminels assez chevronnés, parce que maintenant on ne peut plus vraiment parler de criminels chevronnés, parce que c'était à l'époque. Maintenant on a affaire à une montée en puissance un peu instantanée de groupes qui veulent frapper très fort, très vite et prendre le maximum d'argent en prenant un maximum de risques. Et on voit bien que dans cette affaire, ces individus, tout ne s'est pas passé comme ils l'auraient souhaité au final. Tout à fait. Il y a eu un certain nombre de loupés, on peut le dire, malgré la rapidité d'action. Ce qui est, et c'est d'ailleurs assez paradoxal, puisque le vol a été, on peut le souligner, réussi. C'est une réussite. Bien sûr. Préparation. Malgré tout, ça a été fait de manière assez particulière. Vous le disiez tout à l'heure, 150 relevés ont pu être réalisés. Ça dit un certain nombre de choses sur un manque de vigilance. On a retrouvé des cheveux dans le casque de l'un des malfaiteurs. On a cette nacelle qui est restée sur place, un camion également qui est resté sur les lieux du crime. On a un certain nombre d'éléments qui nous laissent penser qu'on n'est pas tout à fait face à des professionnels chevronnés, et pour autant ils ont quand même réussi un casse. On parlait de 7 minutes, finalement 3 minutes et 52 secondes. Pour 88 millions d'euros, ça vaut le coup. Oui, tout à fait. Non, mais je pense qu'encore une fois... Comme ça, c'est très bien rémunéré à la minute. Oui, exactement. Non, il y a eu une préparation, et l'enquête le dira, évidemment. On voit bien qu'il y a eu des repérages de faits. Il y a peut-être des complicités internes, là, l'enquête le dira, on peut rien dire. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui est envisagé? Oui, tout à fait. Oui. Souvent, dans les braquages, etc., il y a souvent des complicités. Alors, attention, on peut supposer qu'il y ait des complicités. Donc, tout ce travail va être évidemment décousu par les enquêteurs pour savoir comment s'est préparée cette opération. Les vidéos qui ont été prises, même s'il n'y en a pas beaucoup, il y a au moins des vidéos qui ont été faites, et l'ensemble de ce travail mené par les enquêteurs va permettre de voir un peu les failles qu'il y a eu dans le dispositif, parce que tout était parfait jusqu'au moment où effectivement ils repartent, et là ils ne peuvent pas incendier. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément qui perturbe le dispositif, à savoir ce fameux gardien de musée qui a pris beaucoup de risques d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs qu'il était là, bien sûr, oui, tout à fait, c'est courageux. Et ça a permis effectivement d'éviter, c'est le truc classique, de brûler le véhicule et les traces potentielles. Donc là, effectivement, ils se sont perdus à ce moment-là. Son action a été vraiment déterminante finalement pour les suites de l'enquête. Ils ont été gênés. C'est le grain de sable finalement qui a eu lieu, et ça les a complètement déstabilisés malgré ce grand professionnalisme qu'on a pu voir. Ils avaient prévu de brûler l'ensemble des éléments puisqu'ils devaient brûler le camion. Ils avaient des bidons d'essence après à l'emploi, mais ils n'ont pas pu. Mais oui, parce qu'il y avait on l'entend sur les vidéos, un 2 tons et donc une voiture de police qui se rapprochait, et donc ils ont bien compris qu'il fallait qu'ils prennent la fuite le plus vite possible. Ils sont partis, se sont repliés un petit peu n'importe comment, et grâce à ça, ça a permis à mes collègues de la police technique et scientifique de faire tous ces relevés et de pouvoir... été très précieux pour retrouver ces suspects. Bien sûr, c'était vraiment quelque chose de déterminant, puisque ces individus sont connus, sont fichés par les services de police et de la justice. Pascal Bito-Panelli, on précise que pour l'instant, et d'ailleurs les terminologies sont parfois un peu galvaudées, on ne peut pas vraiment parler de braquage, on parle plutôt d'un cambriolage, parce qu'il n'y a pas eu d'usage de la force, ni envers les visiteurs, ni envers le personnel du musée. Ils n'étaient pas là pour ça. Oui, alors... L'usage de la force physique, je veux dire, envers d'autres individus. Non, du personnel d'accueil et d'inspection n'est pas là pour prendre des risques, aller au contact, comme on peut le faire dans les services de police. Bon, alors néanmoins, vous savez, il y a toujours des gens courageux dans les équipes, moi j'en ai, qui peuvent prendre des risques. Il y a un agent qui l'a fait, voire même un civil qui peut aller au moins voir ce qui se passe, même intervenir dans le cadre de l'article 73 du Code de procédure pénale, intervenir en cas de crime ou délit flagrant. Vous parliez tout à l'heure de professionnalisme ou non, non, ce n'est pas le cas.
avec l'ensemble des indices laissés, mais ça veut surtout dire qu'aucun crime n'est parfait. Tout crime laisse des traces, et surtout qu'une enquête va toujours plus vite quand un casse finit dans la précipitation. Et ça a été le cas, tout à fait. Un mot peut-être du profil de ces suspects. Ils sont âgés d'une trentaine d'années, ils sont connus des services de police. L'un d'eux pour braquage de bijouterie. Ils sont soupçonnés d'être 2 des 4 suspects de ce vol. L'un serait franco-algérien vivant en Ile-de-France. Il s'apprêtait à prendre un vol pour l'Algérie, justement. On a aussi entendu parler d'un départ pour le Mali concernant l'autre suspect. Qu'est-ce qu'on sait de peu de choses, finalement, pour l'instant? Ils étaient d'Aubervilliers, les deux, il faut savoir. Le secteur où a été volé, d'ailleurs, le véhicule est... À Louvre. À Louvre. Pardon, je me permets, mais cette anecdote est assez intéressante. Assez formidable dans cette histoire. C'est peut-être... Mais donc, voilà, encore une fois, alors il faut savoir quand même que lorsqu'il y a les relevés d'ADN déterminants et autres sur des individus, tout ça est rentré dans la moulinette, comme on dit chez nous, et il ressort évidemment des noms automatiquement parce que ce sont des multirécidivistes. Donc déjà, ça serait vous qui aurez commis ce cas-là, ça aurait été un peu compliqué pour vous retrouver. Je ne suis donc pas suspecté. Donc voilà, pour schématiser, c'est ça. Donc ça a permis évidemment aux enquêteurs d'aller très vite, de pouvoir les cibler et de pouvoir, effectivement, lorsqu'on l'a vu à Roissy, interpeller celui qui allait partir. Donc il y a dû y avoir un moment de décision très compliqué pour les enquêteurs. Car il faut savoir, si on interpelle, est-ce qu'on va pouvoir interpeller les autres? Est-ce qu'on va pouvoir les serrer tous en même temps? C'est vraiment un calcul à faire. Et évidemment, je pense que la décision de l'interpeller à l'aéroport, comme ça a été fait de façon très, très souple, on a vu que la police aux frontières est intervenue, on l'a laissé passer jusqu'à l'embarquement, et là, les gars d'ABRI qui ont dû arriver en civil... Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait pris ce vol pour l'Algérie? Il y avait un mandat Interpol, pour autant. On n'était pas près de les... Oui, même Interpol, oui, mais avec, vous savez, avec l'OCBC et Interpol, puisqu'il y a... On n'a pas des relations excellentes avec l'Algérie en ce moment, ça aurait été compliqué, non? Ça aurait été sûrement très compliqué. Alors il faut savoir quand même que dans ces cas-là, évidemment, Interpol, Europol est en mouvement aussi, puisqu'il y a des hard cream, Qu'est-ce que c'est? C'est des équipes de gens spécialisés tout simplement dans le vol d'œuvres d'art. Donc ils sont en relation avec l'OCBC, l'Office central de trafic des biens culturels, et tout ce petit monde se met en mouvement pour essayer effectivement de... L'essentiel, c'est de pouvoir retrouver ces bijoux. Et là, c'est un vrai problème. Bien sûr. On va continuer à en parler, évidemment. On a beaucoup parlé d'une thèse d'un commanditaire très fortuné qui aurait missionné une équipe sur place d'exécutants, parmi lesquels pourraient faire partie justement ces 2 suspects. Est-ce que c'est toujours une thèse probable? C'est quelque chose... Ça fait partie, bien évidemment, ça fait partie des enquêteurs qui vont chercher effectivement s'il y a potentiellement Mais ça y ressemble dans la manière de Ça peut y ressembler, oui, parce que j'ai envie de dire presque oui, parce qu'en général, ces équipes qui sont dans le vol de trafic d'art viennent plutôt des pays de l'Est. Et là, on voit que ces individus sont plutôt issus du Maghreb et d'Afrique. Donc, c'est pas quelque chose de... C'est un réseau traditionnel de crime organisé? Ou alors c'est des petites mains, vous savez, ils ont aguerri, oui, bien sûr. Maintenant, tout le monde est très vite aguerri. Vous savez, quand vous avez à 14 ans un gamin qui va être tueur à gage et va tuer une autre personne, et qui va être recruté sur les réseaux sociaux, c'est ce qui fait peur aussi. Mais en tous les cas, en tous les cas, on voit bien que ces individus ont une forme de professionnalisme. Et, beaucoup d'audace, en tout cas, parce qu'il a fallu mener les choses de manière très efficace bien sûr, et très rapide. Il y a certainement plus de 4 personnes derrière, d'ailleurs. Et je pense qu'il y a un groupe qui est un logisticien, des logisticiens, des équipes qui vont... C'est un réseau, finalement, derrière. Oui, alors ça peut, comme ça a été dit par mes éminents collègues, bien sûr, ça peut être la criminalité organisée, ça peut être un trafiquant d'art, ça peut être un collectionneur privé. Vous y croyez, ça, encore, à la thèse du collectionneur privé? Moi, je crois à tout, il faut ouvrir toutes les portes. Il faut n'en refermer aucune trop vite. Alors, Même l'hypothèse d'un commanditaire fortuné, d'un pays en froid avec la France, en froid, je temporise volontairement, je pense par exemple à un oligarque russe déchu. Pour déstabilisation, il faut regarder, laisser tous les dossiers ouverts sur les bureaux de la police judiciaire. Alors, on sert aussi, au-delà des hommes et de la technologie, on sert de fichiers, des fichiers internationaux comme Trema, où figurent tous les objets d'art volés. Et avec Interpol, on appelle Works of Art Database, l'ensemble des œuvres d'art et de tableaux dans le monde qui ont été volés, et l'ensemble des musées, des services de police, des experts en art et des commissaires-priseurs le consultent. Je veux dire par là que se mettent en action beaucoup de choses, un renseignement criminel aussi, et savoir
Qui avait intérêt à voler cette œuvre? Qui avait les moyens pour se la payer? Qui la cherchait? Ça coûte combien une opération comme celle-ci? C'est-à-dire parce que là, on a estimé le préjudice à 88 millions d'euros. Ça dit peu de choses. Ça coûte 8 millions parce que si on démantèle ces bijoux. Il y a plusieurs hypothèses et je crois que mes collègues l'ont bien exprimé. C'est-à-dire que soit un collectionneur un peu fantasque qui a décidé d'avoir ces bijoux. Bon, j'y crois moins, mais pourquoi pas, hein, tout est possible. C'est juste un avis personnel. Et il y a aussi le braquage, puisque les bijoux ont été bien ciblés. Ce sont des choses qu'on peut démanteler. On n'a pas pris le Régent, par exemple. Ce gros bijou qui aurait été un vrai problème à refourguer, comme on dit. Donc là, il y a un vrai travail qui peut être fait, évidemment, de démanteler. Ça peut aller très très vite. Ça peut être desserti, c'est retaillé. Des milliers de diamants. Alors tout le monde n'est pas d'accord sur cette hypothèse. Certains disent que justement, il reste traçable parce qu'aucun diamantaire ne serait capable aujourd'hui de le retailler puisqu'il identifierait tout de suite que c'est un diamant du 19e avec un taillage particulier et donc que ça serait extrêmement compliqué. Oui. Je vous propose d'ailleurs qu'on écoute Nathalie Abou-Vidal. Elle était sur Sud Radio aujourd'hui et elle a évoqué ce sujet. On l'écoute. Je pense quand même que ces bijoux-là n'ont pas été démontés et vont être au moins conservés quelque part et peut-être retrouvés un jour. Le bijou en soi, quand il est dans son entièreté, il a vraiment une valeur qui est complètement inestimable. Si on démonte les pierres, en fait, ça va s'écouler comme des pierres normales et ça perd complètement sa valeur historique et patrimoniale. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. De nombreux experts disent ce que vous dites, disent mais c'est de toute façon trop tard. Oui. Les pierres ont été nécessairement desserties, retaillées. En tout cas, elles ne sont plus sur les bijoux. Mais les experts ne sont pas tous d'accord là-dessus. Vous savez, l'épée de Charles X, ça n'a pas été retrouvée. Hein. Jamais. Et on peut penser qu'elle a été aussi... voilà. Mais tout est possible. Les portes, mon collègue l'a dit bien précisément, tout est possible. C'est-à-dire un fantasque milliardaire qui a envie d'avoir ça, mais il a intérêt de bien le cacher, de le garder en famille et le garder en état, ce qui serait une bonne chose en soi. Mettant à savoir, parce qu'il y a des œuvres d'art comme ça qui ont disparu. Hein. Mais là, on touche aux joyaux nationaux de la France. Donc, vous assurez, c'est un affront terrible pour des bijoux qui sont toxiques maintenant, parce qu'ils sont inécoulables. Hein. Oui. Clairement, il y a toute la puissance de l'État français qui va être derrière, qui va les chercher en permanence. On ne va jamais arrêter de les rechercher. Donc je peux vous dire que personne ne va prendre le risque de les retailler, de les toucher. Mais du coup, ça sert à quoi? Mais peut-être même, je vais vous dire, les bijoux sont peut-être cachés parce que les individus se sachant traqués, recherchés, ils n'ont peut-être même pas pris le risque de vouloir les écouler dans une filière parallèle. Et ils les ont peut-être cachés dans un endroit et ils voulaient s'enfuir justement pour laisser passer un petit peu l'orage et revenir plus tard. Ça peut faire partie d'une hypothèse, bien évidemment. Toutes les portes sont ouvertes et les enquêteurs sont là pour ça. Et c'est pour ça qu'ils sont en nombre. Voilà, il y en a qui travaillent avec Interpol, Europol, il y en a qui travaillent sur la France, il y en a qui travaillent sur les réseaux, bref. Et toutes ces informations sont recoupées systématiquement à travers des réunions qui sont faites entre tous les services. Ça, le fait d'auditionner pendant cette garde à vue qui est assez longue, elle peut aller jusqu'à 96 heures rue du Bastion au siège de la police judiciaire. Est-ce qu'elle a pour objectif de faire craquer ces suspects et qu'ils révèlent finalement le lieu où se trouveraient ces bijoux? Le savent-ils eux-mêmes? Alors, le savent-ils, c'est pas forcément évident. Ça dépend du réseau et de son organisation. Voilà, et du commanditaire. Maintenant, cette garde à vue, 96 heures, rappelons que les dernières 24, c'est par le juge des libertés et des détentions. Elles vont permettre d'en savoir le plus possible, d'évaluer ces malfaiteurs dans le temps, dans l'espace, dans leur action, et d'aller au maximum des informations qui permettront non seulement d'interpeller l'ensemble de l'équipe, et il y en avait 4 sur le terrain, mais peut-être beaucoup d'autres dans l'ombre, et surtout d'essayer d'aller au plus vite pour récupérer ces valeurs, qui sont peut-être en mobilité, en dynamique, ou enfuies, figées au fond d'une cave, d'un coffre. On ne le sait pas. Mais il faut aller très vite parce que c'est la France. La France est blessée, elle est blessée gravement. On doit retrouver ses valeurs. Généralement, avec ce type de profil de récidiviste, ces personnes-là, généralement, la première audition, ils disent rien. Le vrai braqueur ne dit absolument rien. Parce qu'en fait, c'est leur expertise, pardon, je le dis de manière un peu crue, mais finalement, un spécialiste du cambriolage de bijouterie n'a pas d'intérêt à craquer sur la première audition. Ce sont des solides, c'est pas des gens, voilà, même s'il y a eu une faille dans le dispositif, c'est certain, mais c'est quand même des gens habitués puisqu'ils sont connus des services de police. En tout cas, l'un d'eux, tout à fait, qui est connu pour des faits similaires. Ils sont capables de résister, je dirais, aux auditions.
peut-être pour un petit moment. C'est pour ça qu'en général, on aime bien les interpeller le plus tard possible, parce que comme ça, on récolte énormément d'informations sur eux. Pendant ce laps de temps. Hein. Non, mais avant les interpellations, si vous voulez, on va pouvoir avoir beaucoup de choses sur eux. Et après, quand on les interpelle, on va leur présenter clairement leur rôle qu'ils ont joué chacun, et on va leur dire clairement, vous pouvez essayer de nier, très bien. Mais nous, en tous les cas, si vous ne nous donnez pas le commanditaire où sont les bijoux, mais vous allez prendre pour tout le monde. Alors donc justement, c'est ce qu'a rappelé Christian Flech, l'ancien directeur de la PJ de Paris. Son intérêt est de parler dans la mesure où il faut répartir les responsabilités et la responsabilité sur plusieurs personnes pour savoir qui a fait quoi. Ce n'est manifestement pas les 2 personnes en garde à vue qui ont tout fait. Finalement, s'ils ne veulent pas prendre pardon pour tout le monde, il va falloir que la parole se libère à un moment ou à un autre. Oui, le vol aggravé, il est présent, et là ça peut aller jusqu'à 15 ans de prison. Hein. 7, 10, 15 ans de prison, donc c'est quand même lourd. Donc à un moment donné, il va se libérer pour dire non, mais il n'y a pas que moi qui ai fait. Donc ça, c'était pour alléger les peines pour alléger, de ces deux suspects potentiels. Et puis pour permettre sûrement de retrouver toute l'équipe. Donc ça permet de lui dire, ok, c'est donnant-donnant. Alors justement, est-ce qu'on négocie déjà pendant ces gardes à vue, cette garde à vue de 96 heures, est-ce qu'il y a déjà des négociations? Si vous nous donnez la planque des bijoux, votre peine passera, je caricature évidemment, hein, de 15 à 10 ans. Si vous nous donnez votre commanditaire, on tombe à 7. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Alors, ou je suis un peu trop dans les films? Aménagement de peine, peut-être, ça peut être améliorer le confort, on va dire, à l'intérieur des prisons. On va lui choisir une prison proche de sa famille. On peut très bien. Voilà, on est dans ce niveau de détail pendant la garde à vue? C'est du deal. Peut-être pas pendant la garde à vue, mais en tous les cas, quand il va être présenté et déféré devant la justice, il va pouvoir être aussi entendu par le magistrat qui va lui signifier son placement en détention provisoire. Hein. Donc, il y a tout. Tout est ouvert parce que le but numéro 1, là, c'est de retrouver les bijoux. C'est ça, c'est la course contre la montre. Quitte à ce que ces détenus soient, ces futurs détenus, ces suspects potentiels, je mets beaucoup de guillemets puisque rien n'est sûr pour le moment, n'est pas la peine maximale escomptée. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la France a été blessée dans sa chair. Est-ce que on attend, évidemment, les Français vont attendre une sanction assez importante? Est-ce qu'on est même prêt à se dire, si c'est pour retrouver les bijoux, eh bien on fera les concessions qu'il faut sur ces exécutants finalement? C'est un véritable exercice entre les enquêteurs et ces individus, ces suspects. Et ça, c'est un véritable travail. Il y a un relais d'enquêteurs qui change systématiquement. Enfin, il y a vraiment un travail de fond qui est mené, encore une fois, avec des éléments factuels, puisque comment on a pu le serrer, c'est parce qu'il y a des éléments d'ADN qui ont été retrouvés. Donc, à un moment donné, il ne peut pas dire... Irréfutable. Voilà. Alors, les enquêteurs de la BRB ont l'habitude de ces auditions, de les mener avec, je dirais, l'ensemble... des protocoles qui vont faire parler vite. Rappelons que la BRB est le service qui, de manière médiatique, était intervenu sur le braquage de Kim Kardashian en 2016, qui est beaucoup intervenu sur la crypto-monnaie, donc où il y a des séquestrations d'individus, donc ils savent mettre la pression, et c'est des spécialistes de l'audition. Donc je pense que sur 96 heures, on va arriver à sortir quelques éléments avec des enquêteurs aussi chevronnés. Et puis il y a l'avocat du prévenu aussi qui va être présent. Bien sûr. À un moment donné. Donc lui aussi va dire à un moment donné, tu as intérêt de lâcher un petit peu si tu veux que voilà. Il aura un rôle de conseiller finalement. Oui, c'est un véritable marchandage, je dirais, hein, mais c'est important. La procureure de Paris a déploré la divulgation précipitée d'un certain nombre d'informations. C'est vrai que c'est un dossier qui est très suivi depuis ce vol au Louvre. On a vu que ça avait fait la une de la presse internationale, des JT dans le monde entier. Malheureusement, au vu de l'ampleur de l'événement et de ce que ça dit de nous, de la douleur que ça représente pour les Français, c'est aussi un petit peu inévitable que tout le monde s'inquiète, se préoccupe de ce qui se passe et donc que les informations aillent très vite. Est-ce que c'est un reproche qui est justifié? Elle dit finalement que ça nuit à l'enquête. Oui, alors c'est vrai, oui, effectivement, toujours. Mais le temps médiatique, vous savez ce que c'est. Hein, on ne va pas vous apprendre ça. C'est que les journalistes et autres cherchent toujours à avoir des infos. Il y a des infos qui peuvent évidemment fuiter. Et ça fait partie malheureusement du jeu. Mais bon... Je pense que l'élément essentiel, quand on voit ce qui se passe au niveau international par rapport à ce musée qui est quand même un symbole international, c'est la sécurité. La sécurité de ces établissements. Et là c'est une vraie question. Comment on va faire? On a entendu dire qu'on voulait un commissariat de police. Vous êtes contre? Pardon? Vous êtes contre? Un commissariat de police, c'est une stupidité sans nom. Mais absolument. Pourquoi c'est une stupidité sans nom? Mais parce que d'abord, il y a un commissariat. La police, c'est pas loin. Hein. Tu as quelques dizaines de mètres, je dirais. Ça ne changera rien? Ça ne change absolument rien. Non. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut remettre en mode, je dirais, l'intervention de sociétés de sécurité privées maintenant. C'est essentiel. Vous savez, on parle de sécurité globale.
police, gendarmerie, police nationale, police municipale. Bon, on ne peut pas compter que sur cette police et l'État régalien, je dirais. Il faut s'appuyer maintenant de plus en plus vers les sociétés de sécurité privées qui ont, je peux vous assurer, pour en connaître, j'ai vu des entraînements des gardes armés, je sais, enfin des gens qui sont capables d'assurer ça, se fait dans plein de pays. Qui ont été mobilisés notamment pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous avez tout à fait raison. Eh bien écoutez, on fait pareil, on se donne les moyens, on met un PC effectivement à l'intérieur du Louvre avec des gardes armés qui sont capables d'intervenir et qui sont capables d'intervenir aussi. Je vous entends dire bien sûr avec cette force, c'est évident. On est capable de le faire à Disneyland. Disneyland a des gardes armés de la sécurité privée. Comment ça se fait que les vigiles employés par l'État français n'est pas capable de les armer? Donc là, c'est un grave dysfonctionnement de la sécurité, parce qu'encore une fois, la sécurité dans notre pays, si vous voulez, c'est plutôt quelque chose qui est gênant, faut le cacher, c'est pas beau, c'est pas bien, c'est ça. Au-delà de ça, mais c'est une idéologie qu'il faut retravailler. Il faut arrêter de dire que les agents de sécurité sont là pour embêter les gens, sont là pour embêter le personnel, par exemple, du Louvre, hein, vous savez. Donc c'est presque changer de paradigme autour de ce que veut dire la sécurité pour les Français. Bien sûr, la culture de la sécurité, il faut que ça parte des... Voilà. Aux États-Unis, vous regardez aux États-Unis, les sociétés de sécurité privées sont un soutien essentiel à la police d'État. Quoi qu'on dise. Et nous, en France, on est en train de regarder. On n'a pas tout à fait le même modèle de. Oui, mais écoutez, vous savez, c'est même délinquance. Oui, c'est ça, et même plus fort. Donc c'est pour ça que c'est important, je crois encore une fois, qu'on réfléchisse à ça et non pas penser à mettre un commissariat, un groupe d'intervention. J'ai entendu dire par Bournazel qui nous a sorti ça. Bournazel, candidat à la mairie de Paris. Le raid au GIGN ou la BRI. Ils ont déjà armé leurs policiers municipaux à la mairie de Paris. Je pense que notre ami qui est spécialiste de la sécurité privée et connaît bien le sujet. Je pense qu'il y a une véritable nécessité à faire. Oui, alors c'est aussi, je dirais, le dilemme du parc muséal français. Exposé, mais protégé. C'est presque des actions antinomiques. De l'accessibilité du monde, mais on doit protéger. Alors vous dire, pour résumer, merci Bruno, la sécurité privée, elle a un problème majeur en France, elle est souvent malheureusement employée en sous-effectif et une technologie obsolète et insuffisamment déployée. Pourquoi? À cause d'une dimension budgétaire. Ça coûte cher. Ça coûte cher, ça a un prix. Donc les clients, les acheteurs ont souvent tendance à acheter plus un prix qu'une qualité de prestation. Et c'est notamment le problème dans les musées. Des environnements comme le musée du Louvre, ce n'est plus audible, surtout après ce qui s'est passé, évidemment. Très rapidement, les prochaines étapes, qu'est-ce qui devrait advenir dans les prochains jours? Le bouclage de l'enquête, oui, évidemment, c'est retrouver les bijoux. C'est vraiment la chose essentielle. Ça va arriver très vite? Il faut espérer. Je pense que les enquêteurs là, ont gagné une première étape, je dirais. Donc il faut aller jusqu'au bout. Pour eux, c'est une avancée. Vous savez, c'est dur pour les enquêteurs qui travaillent 24 heures sur 24 par dizaines comme ça. Avec les yeux du monde qui sont absolument rivés sur la pression médiatique. Ouais. Non, c'est formidable le travail qu'ils font. Et je peux vous assurer que leur objectif, c'est celui-là. C'est de retrouver les bijoux et de pouvoir interpeller tous ces malfaiteurs. On suivra évidemment le dossier dans l'émission. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été présents autour de la table de Bienvenue en Ile-de-France et on passe tout de suite à l'entretien culture. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un véritable ovni théâtral. C'est une sorte de délire apocalyptique aussi loufoque que jubilatoire. C'est fin, et c'est au théâtre Le Pic, l'aventure de trois amis qui vont pique-niquer malgré la fin du monde annoncée. Moi, j'adore le principe. Quand le ciel nous menace et s'apprête à nous tomber sur la tête, il ne reste qu'une seule chose à faire, rire et rire. On va en parler avec nos deux invités autour de la table. Eugénie Thieffry, vous êtes metteur en scène et comédienne. Merci beaucoup d'être autour de la table, pardon, excusez-moi. Et Lancelot Scherer, vous êtes auteur, metteur en scène et comédien. On est ravis de vous avoir tous les deux avec nous. Je suis absolument séduite par le synopsis. Moi, j'adore l'idée, que je trouve aussi barrée qu'intéressante. Trois amis qui vont pique-niquer alors qu'on annonce l'apocalypse. C'est absolument surréaliste et moi, je trouve ça génial. Je me délecte de me dire... Qu'est-ce que tu ferais dans un moment pareil? Je ne sais pas si j'irais pique-niquer, mais je trouve ça très courageux. Elle vous vient d'où, cette idée? Elle vient du début de la création, où la base, c'était qu'on avait envie de travailler ensemble. Et du coup, on est des meilleurs amis qui travaillions face à la mer. Et on s'est demandé qu'est-ce qui se passerait là s'il y avait un énorme tsunami qui arrivait sur nos têtes.
On s'est dit on irait pique-niquer en fait, tranquille, ouais. C'est venu assez vite. Donc vous étiez quand même dans un cadre propice à la réflexion qui vous a mené sur ce questionnement fondamental de qu'est-ce que je ferais si demain c'était la fin du monde? Exactement. Ouais. Et vous étiez tous d'accord? Vous alliez tous pique-niquer au bord de la mer? En tout cas, on allait finir la vie ensemble dans la joie, le calme et la paix. Après, c'était en partant du principe qu'on était à cet endroit-là au moment de la fin du monde. Oui. Si on était ailleurs, peut-être on aurait fait autre chose. Peut-être différemment. Voilà. Exactement. À quoi est-ce que vous avez été biberonné? C'est quoi vos références? Qu'est-ce qui vous anime? Le cinéma? Ouais, oui, nos influences, elles sont principalement cinématographiques. C'est pas tant dans l'humour que ça. Nous, on a très envie de faire du comique et de la comédie, mais on a le film Brasil qui est une grosse influence, et aussi le style road movie avec Little Miss Sunshine, qui sont des grosses influences pour nous, des grosses références. Ouais. Encore une fois que vous partagiez, vous êtes vraiment des bons amis. Hein. On se connaît depuis plus de 10 ans, oui. C'est des références communes qui vous ont inspiré. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le cinéma et qu'est-ce qu'on peut prendre au cinéma pour le mettre au théâtre? Le rythme, la dynamisme? Je dirais le rythme et le fait de pouvoir passer d'un univers à un autre hyper rapidement, qu'au théâtre c'est plus compliqué, on va dire. Et là où nous... Plus contraignant, oui. Plus contraignant, oui. Et nous, avec Fin et Fin, on s'est vraiment amusé là-dessus à pouvoir passer d'un monde à un autre en 2 secondes par des petits stratagèmes de mise en scène. Ouais, et on allait choper aussi le film de genre, quoi, avec le film de zombies. On essaie d'y faire des hommages plus ou moins adroits, mais quand même plutôt adroits de manière générale. C'est génial, moi j'adore, parce que c'est pas forcément un univers et un genre cinématographique qui plaît à tous. Il y a des gens qui vont vous dire « Ah non, moi c'est un film de zombies, j'y vais pas ». Et je trouve que c'est génial d'avoir réussi à l'implémenter dans une pièce de théâtre et finalement de ponctuer cette pièce avec des interventions qui nous font penser en effet à ces films de zombies. Carrément. Ça change tout. Personne ne fait ça. Vous avez déjà vu une pièce de théâtre où il y avait justement ces références hein? J'en ai jamais vu. Non, moi non plus. Oui, j'imagine que ça a dû exister, mais c'est assez peu. Tout commence par un monologue du président. Il annonce donc la fin du monde dans un monologue qui est jouissif, que moi j'ai trouvé tordant. Comment est-ce qu'on crée les ingrédients du comique dans une situation aussi tragique? Et après, on va regarder évidemment un extrait. Très bonne question. C'est un moment où on est face à ce qu'on est vraiment, quoi, et où du coup il y a des choses qui vont sortir de nos bouches qu'on n'aurait peut-être pas fait sortir à un autre moment. Proche de la fin, on est peut-être plus vrai aussi. On est libéré. C'est ça, d'une certaine manière. Ouais. Et du coup, ça apporte une espèce de comique quand un personnage outrepasse sa fonction et du coup va faire des choses très inattendues et très, très bizarres, excentriques. Et puis c'est aussi un moment, on s'en rend bien compte, où on peut aller piocher dans un certain nombre de profils, des caricatures, des moments qui vous ont marqué dans la politique française, j'imagine, mais c'est vrai aussi à l'international, et où on se dit, non mais lui, il nous ferait totalement ça. Si c'était la fin du monde demain, on aurait droit à ça sur un discours de fin du monde. Ça joue aussi. Complètement. Et je pense que ce qui est hyper drôle, et là où nous, on aime bien aller, c'est que c'est des personnages hyper sincères. Pour eux, ils sont pas drôles. Le président, il ne pense pas qu'il est drôle. Mais vu il est investi d'une mission. Oui, voilà. Et vu qu'en fait, on va jouer une sincérité 100%, il est vraiment sincère, c'est vraiment la fin du monde. Et il est obligé, par une circonstance, de dire la vérité en direct à la caméra. Sa sincérité est d'emblée hyper comique. On est obligé d'être pris dans la sincérité du perso et donc dans des choses où forcément le comique est inné là-dedans, quoi. Moi, j'ai beaucoup ri. J'aimerais qu'on regarde un extrait ensemble de ce monologue du président. Moi, le président de la jeunesse, du renouveau, du vivre ensemble. Vous pouvez compter sur moi quand je vous dis que cette crise passera. Et nous en sortirons ensemble. Toutes ces choses qui arrivent, ces bouleversements qui pop, comme disent les jeunes, dont je fais d'ailleurs partie, n'arrivent pas pour rien. Ils sont là pour nous tester, pour ébranler notre espoir. Nous sommes plus forts, plus grands et plus malins que ça. Nous sommes français maintenant. Je ne vous donnerai qu'une seule mission, et je sais que vous l'accepterez. C'est d'aller partout, de marcher partout, et de travailler partout, pour un jour meilleur, un jour sublime, un jour français. Vive la France, mesdames et messieurs. Vive la France, vive la... Non, alors non. Alors ça c'est non. Ça, c'est non. Oh là là, non. Qu'est-ce que... Alors non, ce n'est pas. Alors ce n'est pas.
Oui, c'est de la... Mais ce n'est pas ma... Alors moi, ça me fait mourir de rire. Pour tout vous dire, il a fallu qu'on sélectionne un extrait de ce monologue. Au début, donc je commence, je me dis, oh, le début est drôle. Ah, je me dis, hop, on va commencer là, et puis on va s'arrêter là. Puis je continue. Ah non, en fait, on va prendre la séquence d'après. Non, on va prendre la séquence d'après. C'est à se tordre de rire, et surtout, ça convoque évidemment une forme de satire de notre société. Vous vous êtes amusé dans ce personnage et dans la... Carrément amusé. Ouais. Ouais. Bah ouais, cet imprévu, quoi. Cet imprévu qui... Et puis aussi, ce gars qui se galvanise en essayant de galvaniser les autres, mais ça en devient... il est pris à son propre jeu. C'est ça. Ça vous fait penser à quelqu'un? Oh, ouais. Complètement. Allez, autre postulat de base de cette pièce, la population a été divisée en 3 catégories suite à une série de catastrophes climatiques. Les morts, les zombies et quelques survivants. Vous faites évidemment partie des survivants. Ces 3 amis sont Claire, Bastien et Guillaume. Comment est-ce que vous décririez vos personnages? Est-ce que c'est des archétypes? Est-ce qu'ils ont chacun une âme particulière, quelque chose sur lequel vous vouliez mettre l'accent? Oui, nos trois amis, les 3 copains, je me permets, c'est Charlie, Bastien et Guillaume. Mais pas de problème. Ah, j'ai Claire, je ne sais pas du tout pourquoi. Charlie, Bastien et Guillaume, autant pour moi. Je dirais qu'on est parti de nous, quand même, parce qu'on est vraiment 3 meilleurs amis. D'accord, donc vous avez construit autour de vous. Construit autour de nous, et on est allé tirer des traits touchants, on va dire, qui donc il faut pousser un peu les curseurs quand même de chacun des personnages, c'est important au théâtre. C'est important. Un petit peu. Pas dans tous les... En tout cas, dans cette pièce, on a eu envie de faire ça pour créer un trio où il y a un équilibre qui est le trio, mais aussi des déséquilibres où chacun a ses attentes, ses envies, et où chacun reste un petit peu dans son rôle. On parle aussi un peu de ça, de comment dans un groupe... Il y a de l'individualité malgré tout. C'est ça, et comment le fait que les autres, en jouant leur personnage, entre guillemets, dans un groupe, ils te forcent à rester toi dans ton personnage. Et que même quand tu évolues dans d'autres sphères, tu reviens dans ton groupe, et en fait, tu es la même personne, et tu as les mêmes automatismes qu'avec eux, quoi. Enfin bref. Voilà. J'aimerais qu'on parle un petit peu de cette situation et de ce que ça implique, c'est-à-dire se dire c'est la fin du monde, moi je vais aller pique-niquer au bord de la mer. Est-ce qu'il y a cette idée derrière de se dire que même dans les situations les plus désespérées, il faut et on peut trouver de la lumière? C'est une forme de message un peu universel, de se dire quand tout est foutu, puisque c'est le cas, non, il y a quand même des jolies choses, même si la route va pas être évidente, puisqu'il va y avoir une série d'aventures cauchemardesques, c'est une sorte de road movie, ça part dans tous les sens, mais finalement, c'est de se dire, mais non, il y a la lumière au bout du tunnel, forcément. Mais carrément. On peut la mettre si on veut la mettre. C'est un choix, finalement. C'est un choix. C'est que la lumière, elle peut ne pas être là, mais nous, en tout cas, on a décidé, on peut se permettre de se la mettre. Et donc oui, on a décidé de mettre de la lumière, de la poésie, de la beauté, de l'amour, qui est le thème aussi phare de cette pièce. L'amour amical, nous, on a décidé de se l'emparer et de ne pas être triste de cette fin, mais d'être finalement joyeux d'être ensemble. C'est joli comme thème, l'amour amical. Ouais, carrément. On le célèbre pas assez, je trouve. On parle tellement d'amour. Ou de désamour, mais on parle très peu finalement de l'amour qui nous lie avec cette famille qu'on a choisie. Ces amis, ce sont des gens qui nous accompagnent souvent pour toute la vie quand les choses se passent bien. Alors c'est totalement déjanté, le rythme il est très soutenu, avec quelques accessoires et des changements de décors et de costumes très efficaces. On bascule très rapidement d'un lieu à un autre, c'est cette dimension cinématographique dont on parlait tout à l'heure. Ça nous a évidemment fait penser aussi au roman d'anticipation, c'est assez orwellien. Vous avez observé les différentes dérives de la société. Je le disais tout à l'heure, on en est là parce qu'il y a eu une série de dérèglements climatiques. Ce sont des sujets qui nous inquiètent, auxquels on pense quand on est un jeune dans cette génération, quand on est un jeune conscient. C'est important de le mettre sur la table, de dire il faut qu'on en discute. C'est très important. Depuis qu'on est né, un peu, on est une génération qui ont éco-anxieuse. Est-ce que vous vous sentez éco-anxieux? Un petit peu, ouais. Oui, forcément, on est obligé de l'être. C'est ça, c'est depuis qu'on est né, on nous dit faut que tu travailles bien à l'école, que tu aies un bon travail et que tu gagnes de l'argent, même si tu vas sûrement mourir à cause du réchauffement climatique, d'un cancer à cause de ton portable ou de n'importe quoi. Et du coup, tu te dis, ok, donc c'est quoi le vrai sens à tout ça? Et c'est important de remettre du sens. C'est quoi le sens de la vie alors? Nous, c'est ça qu'on raconte à travers ces 3 meilleurs amis. C'est que proche de la fin, on remet l'accent sur ce qui compte vraiment. Et on se dit que c'est les relations humaines et ce qu'on a tissé de beau entre humains, quoi. Vous parlez aussi beaucoup du conformisme qui ronge notre société, de l'absurdité de certains pans de nos vies et de cette société que vous décrivez. Ça a beau être la fin du monde, le contrôleur
Contrôle. Oui, Et moi, je trouve ça absolument génial, je trouve ça très malin. Un petit extrait. Contrôleur, votre titre de transport, je ne l'ai pas, je l'ai perdu dans le tremblement de terre. Bah voyons, comme c'est pratique. J'ai perdu toute ma famille dans ce tremblement de terre, monsieur. Écoutez, madame, on a tous une vie privée, alors l'idée, c'est passer votre chemin. Et je trouve ça génial de se dire que finalement, et c'est toute l'absurdité qui retranscrit aussi dans cette pièce et qui est géniale, c'est que finalement, vous montrez ce conformisme à tout instant, et même la veille de la fin du monde, quoi. Le contrôleur contrôle. Vous n'avez pas vos papiers d'identité. Et non. Oui. Et pourtant... Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces moments-là? Qu'est-ce que ça dit de notre société? Où on nous pousse à toujours plus travailler, toujours plus produire, etc. Et je trouve pas ça complètement absurde de se dire qu'il y a des gens qui, proches de la fin, vont avoir que ça à quoi se rattacher, puisque... Parce que c'est ce qu'ils ont toujours connu. Leur vie, Oui. c'est ça. Tout à fait. Et du coup... Ok, j'ai que ça, bon, je vais continuer parce Bien que sûr. j'ai mis C'est du sens rassurant là-dedans. aussi, c'est une forme de Bien sûr. routine, c'est notre quotidien. C'est ça. Mais on a du mal à en sortir, on est finalement un peu déshumanisé. C'est le sentiment qu'on a parfois après avoir découvert une pièce comme celle-ci, c'est de se dire « Ah oui d'accord, mais en fait, qu'est-ce que la vraie vie? C'est ce que vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qui donne vraiment du sens à ma vie ?» Tout à fait. Bah oui, complètement. Et nous, ce qui nous donne du sens, c'est l'amour amical C'est l'amitié. dont on parlait, quoi. Ouais, c'est ça. Et ces personnages qui ont été assez matrixés par leur travail, par leur ligne de vie, qui était leur travail, on a bien aimé les questionner, les interroger. Et il y a un personnage, moi, que je joue, qui s'appelle Géraldine, Oui. Qui est la contrôleuse. qui est la contrôleuse, et qui, son trajet dans la pièce est hyper intéressant, hyper beau, parce qu'au final, c'est elle, à la fin, qui se pose la question, qu'est-ce qu'elle aime vraiment, en fait? Elle sait pas, même elle va trouver, il y a plein de choses, mais c'est des questionnements qui lui sont imposés par la vie et par cette situation inédite que vous vivez, apocalyptique. Est-ce que le rire et l'imaginaire, le théâtre, ça doit servir à soulever des questions de société? Ça sert aussi à ça. Et c'est important de se divertir parce que là, on est, je le disais, dans quelque chose de... C'est assez ovniaque comme format. C'est génial. On prend beaucoup de plaisir, on s'amuse, on découvre, on est dans un univers. Et en même temps, on sort et on se dit, je vais rentrer chez moi puis je vais cogiter. Bah ouais, nous, il y avait la volonté de faire une vraie comédie très drôle, la volonté de ramener des gens qui vont pas forcément au théâtre de base et de les faire apprécier le théâtre, à des jeunes notamment. Mais il y avait la volonté que ce soit sur un fond, qui nous touche et d'une certaine manière politique, quoi. Qu'on raconte... C'est du théâtre politique, fin et fin. Tout est un peu politique. C'est engagé en tout cas. Oui. C'est engagé d'une certaine manière. C'est pas au premier plan, je dirais que c'est un second niveau de lecture. Le premier, il est quand même dans la drôlerie et Tout à fait. de cet objet. Mais ouais, il y a un fond quand même auquel on tient. Bien sûr, je comprends. Ouais. Et à la fin de fin et fin, qu'est-ce qui vous fera dire que le pari est réussi? Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre comme critique, comme retour? Bonne question. Pour l'instant, et c'est ce qu'on vit un petit peu, c'est qu'à la fin, les gens ont un grand sourire. On a envie qu'ils aient envie de se dire je t'aime, si c'est le cas entre eux. Et d'envoyer une dose d'amour dans ce monde qui est quand même assez dur. Et de pouvoir que les gens sortent de la pièce en se disant il y a peut-être possibilité de mettre des paillettes finalement dans ce noir. Et il y a des gens à qui il faut dire je t'aime, donc je vais m'empresser de le faire. C'est ça un peu l'idée. Non, mais c'est joli, je trouve. Carrément. Eh ben, on vous conseille vivement d'aller découvrir cette pièce fin et fin. C'est au théâtre Le Pic. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Et on passe tout de suite au Figaro Histoire nous raconte. Le Figaro Histoire nous raconte un 21 octobre 1680, la fondation de la Comédie Française. Merci Geoffroy Caillet d'être avec nous pour nous raconter ce moment d'histoire et de culture, puisque c'est une institution qui a traversé les siècles. 7 ans après la mort de Molière, Louis XIV signait la lettre de cachet qui donnait justement naissance à la Comédie Française, seul théâtre national en France, disposant d'une troupe permanente de comédiens. On revient sur son histoire avec vous, évidemment. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du Figaro Histoire. Dans quelles circonstances est née ce qu'on appelle aujourd'hui la Comédie Française? Alors vous l'avez dit, elle est née après la mort de Molière, en 1673, sa mort. Et donc, quand Molière meurt, la troupe des comédiens de Molière
est dirigé par sa veuve, par la veuve de Molière, Armande Béjart, et puis par son camarade de scène, l'acteur qu'on appelle Lagrange. Mais il existe une autre troupe, une troupe rivale, qui est celle de l'Hôtel de Bourgogne, et cette troupe parvient à débaucher plusieurs des comédiens de la troupe de Molière. Alors heureusement, Louis XIV ordonne la fermeture d'une troisième troupe qui est celle du théâtre du Marais et demande à ce que les comédiens de cette troupe qui ferme partent rejoindre la troupe de Molière, ce qui permet d'étoffer les effectifs. Et la troupe de Molière peut conserver son titre de troupe du roi. Ils sont placés sous la protection, c'est ça, du roi ? Depuis 1665, les comédiens de la troupe de Molière sont vraiment protégés et sous la tutelle du roi Soleil. Et donc, quand cette fusion a lieu, il ne reste plus que 2 troupes concurrentes sur la scène parisienne pendant le règne de Louis XIV, la troupe des comédiens de Molière et puis la troupe de l'Hôtel de Bourgogne. Et malgré tout, la concurrence va continuer. Et rude ? Oui, elle est rude, elle va continuer pendant quelques années. Chacun défend son type de théâtre. Il faut attendre 1680 pour qu'il y ait une fusion, on peut l'appeler comme ça ? Une fusion que le roi va ordonner entre ces 2 troupes. Quel est le répertoire de la comédie française ? On connaît le travail de Molière. Est-ce que c'est resté dans cette veine-là ? Alors, en fait, au moment de la fondation, la troupe adopte une devise qui annonce un peu le programme. La devise, c'est une devise latine qui dit « simul et singulis », c'est-à-dire simul en même temps, on est ensemble, et singulis, c'est en même temps… On reste soi-même. On reste singulier, c'est joli. Ah, j'aime bien l'idée. On essaie de concilier ces deux dimensions, parce que quand on est des comédiens, on a besoin de jouer ensemble, et en même temps, il faut que chacun, ce que chacun a apporté puisse s'exprimer. Et donc, l'emblème de cette troupe qui va avec la devise, c'est une ruche bourdonnante d'activité, comme l'institution à laquelle elle s'applique. Et en réalité, l'union n'est effectivement pas aussi évidente qu'il peut y paraître, parce que la troupe de Molière était spécialisée dans la comédie et la troupe de l'Hôtel de Bourgogne dans la tragédie. Et donc, lorsque l'une jouait Tartuffe et les œuvres de Molière, l'autre c'était du Racine, c'était du Corneille, et ça va pas être facile en apparence. Je me demande ce qu'a donné la première représentation, ça a dû être quelque chose. Alors, elle a lieu 2 mois avant la fondation officielle de la troupe, elle a lieu le 25 août 1680, et à cette occasion, qui est un jour un peu spécial, au lieu de 3 coups, on frappe 6 coups pour 2 fois 3, 2 fois une troupe. L'anecdote est géniale. L'anecdote est assez belle pour donner le coup d'envoi vraiment de cette nouvelle troupe. Et la comédie française est née. On l'appelle d'abord la troupe des comédiens du roi. Et on compte donc 27 comédiens qui la composent. Et la troupe se voit accorder le monopole de toutes les nouvelles représentations des pièces de théâtre françaises dans une union de la tragédie et de la comédie qui va la caractériser jusqu'à aujourd'hui. Sur quel principe va reposer cette nouvelle institution ? Alors, il y a 3 principes, parce que la lettre de cachet qui ordonne la création de la Comédie Française édicte 3 principes. Le premier est d'ordre institutionnel. La Comédie Française, c'est une troupe unique de 27 comédiens, je l'ai dit, dont la création est assortie de l'interdiction qui est faite aux autres troupes de lui faire de la concurrence. C'est donc un monopole. C'est un monopole. Les autres n'ont pas le droit de s'établir à Paris et dans les faubourgs de la capitale. Le deuxième principe est d'ordre administratif. La troupe est placée sous la tutelle du roi qui fixe la liste des acteurs, qui dote la troupe d'une pension annuelle de 12 000 livres. C'est beaucoup ? C'est beaucoup, et surtout pour des comédiens, et qui place la troupe sous le contrôle des gentilshommes de la chambre. Et le troisième principe, c'est un principe d'ordre à la fois esthétique et politique, et c'est la justification des 2 principes qui précèdent, c'est le principe de la perfection des arts de la scène. L'idée de Louis XIV, ça c'est subjectif, non ? Pardon, mais… C'est subjectif, mais en même temps, c'est conforme à la politique de grandeur que Louis XIV veut dans tous les arts du royaume. Aussi bien pour l'architecture, on le voit avec Versailles, que dans les arts majeurs comme la peinture, et puis les arts décoratifs. Et donc finalement, l'idée de Louis XIV, c'est qu'il y a une unité entre tous ces arts et que dans le domaine de la scène, il va vouloir que les comédiens poussent l'art de la scène à sa perfection. Ils ont leur liberté propre, mais dans des canons qui finalement sont ceux du classicisme Ça doit favoriser français. la monarchie, on peut le dire. Hein. Finalement, rien ne se fait sans le droit de regard du roi. Tout ça est au service de la monarchie de droit divin, et tout ça doit créer une unité entre les arts pour définir le bon goût français.
Bon, ces privilèges vont pour autant être contournés par Oui, d'autres. ils vont être contournés parce qu'évidemment, ça va faire des envieux, ce monopole des comédiens français. Et en fait, dès la mort de Louis XIV, en 1715, Philippe d'Orléans, qui devient le régent pendant la minorité de Louis XV, lui préfère les comédiens italiens. Et ces comédiens italiens, ils ont existé à Paris, mais Louis XIV, justement, les a chassés parce que plusieurs années au préalable, ils se sont moqués de Madame de Maintenon, la seconde épouse du roi. Donc, évidemment, ça n'a pas plu au souverain, et les comédiens italiens ont dû décamper. Et alors, à la faveur de Philippe d'Orléans, ils reviennent à Paris et ils profitent des pièces d'un nouvel auteur de la scène théâtrale française qui est Marivaux. Et alors, en promouvant les œuvres de Marivaux, ils font une concurrence directe à la Comédie Française, au moins dans le registre de la comédie, mais ce faisant, ils contribuent aussi à la renouveler, parce que la Comédie Française, on va en parler, est quand même très liée encore au répertoire de Molière, et Marivaux, c'est quand même la nouveauté. Et donc, la Comédie Française comprend quand même quel est son intérêt, elle parvient à jouer certaines pièces de Marivaux, et elle s'essaie un nouveau genre qui s'appelle la comédie larmoyante. C'est La comédie larmoyante. C'est un genre qui justement... C'est entre la comédie et la tragédie. Oui, c'est un mélange des deux, donc c'est assez conforme à ce que la Comédie Française a dans son répertoire. Alors jusque-là, elle ne mélangeait pas, il y avait la comédie, la tragédie. Mais il y avait les deux ADN qui étaient quand même présents. Il y avait les deux ADN, donc pourquoi pas faire de la comédie larmoyante. Et puis il reste les auteurs tragiques, et les auteurs tragiques, eux aussi, se renouvellent, et ils tirent un peu le genre tragique vers le spectaculaire. Ils parlent aussi d'histoire nationale, ils y mêlent de l'exotisme, là où le grand genre de la tragédie, c'était l'histoire antique, celle de Racine, celle de Corneille. Et donc, la Comédie Française apprend à se renouveler à leur école. Et puis, un auteur qui est très important, même s'il est très oublié aujourd'hui de ce point de vue-là, c'est Voltaire. On lit peu le théâtre de Voltaire, mais Voltaire, c'est un auteur qui, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, va faire un peu les belles heures de la Comédie Française. Et il a une telle autorité au sein de la troupe qu'il va superviser vraiment la représentation de ses œuvres, leur mise en scène, et assurer en définitive leur succès. Vous faites bien de nous le rappeler. Comment la Comédie Française va-t-elle traverser la Révolution française ? Alors, la Comédie Française, avant même la Révolution, va connaître un peu sa propre révolution dans son organisation et dans ses choix artistiques, parce qu'en 1784, on n'est que 5 ans avant la Révolution, la Comédie Française décide de représenter le mariage de Figaro de Beaumarchais. C'est une pièce qui jusque-là avait été censurée pour sa satire des privilèges de la noblesse française. Donc c'est un peu la participation, si l'on peut dire, de la Comédie Française au mouvement, en tout cas pré-révolutionnaire. Mais la Révolution elle-même va être plutôt un coup dur pour la troupe des comédiens du roi. J'imagine que la pension est sucrée. Mais oui, le statut des membres de la troupe change, plus de pension royale, et puis plus de monopole sur le répertoire français. C'est la pire crise vraiment qu'a connue la troupe. Déjà, le théâtre de l'Odéon, alors la troupe en réalité a été abritée par plusieurs théâtres, mais en définitive, elle s'était établie au théâtre de l'Odéon, celui qu'on connaît aujourd'hui. Le théâtre de l'Odéon doit fermer ses portes en 1792, et la Comédie Française doit décamper, et alors elle prend le nom de Théâtre de la Nation au moment de la Terreur en 1793. Les comédiens se divisent un peu entre pro et anti-révolutionnaires. Du côté des pros, mais il aura lui-même des problèmes du côté de la Révolution, on trouve le grand Talma. Talma, ça va être le grand tragédien, le grand auteur, acteur préféré de Napoléon. Et puis, les comédiens sont emprisonnés à la fin de la Révolution par le Comité de salut public parce qu'ils les jugent trop proches des idées monarchistes. Évidemment, avec cet ADN de comédien du roi, il était évident que ça allait être difficile pour eux. Ils parviennent cependant, grâce à des amitiés dans le Comité de salut public, à échapper à la guillotine. À la guillotine. Et malgré tout, ils traversent la Révolution de façon difficile parce qu'ils n'ont plus de salle, ils n'ont plus de moyens. Et il faut attendre le Directoire 1799 pour qu'enfin la Comédie Française s'installe dans sa nouvelle salle, celle qu'on connaît, la salle Richelieu, tout proche du Palais Royal. Comment a évolué depuis le statut de la Comédie Française ? Alors, à quelques détails près, son statut restait identique à celui qui avait été fixé par Louis XIV. Il y a une modification importante de ces statuts qui date de Napoléon, et c'est très intéressant, on l'appelle le décret de Moscou. Pourquoi ? Parce qu'il était signé le 15 octobre 1812, et à cette époque, l'empereur est en pleine campagne de Russie, alors il n'est pas encore dans la débâcle, et donc il a un peu de temps
pour réorganiser l'institution. Un peu trop de temps presque, hein, 87 articles. 87 articles qui redétaillent tout le statut des comédiens, non plus du roi, mais de l'empereur. Bien sûr. Et ça prouve l'attachement que Napoléon a lui aussi pour les arts et les arts de la scène en particulier. Alors, une petite distinction qui est intéressante parce qu'on entend souvent les deux. Je rappelle que les pensionnaires de la Comédie Française, ce sont les membres embauchés par la troupe elle-même, et les sociétaires de la Comédie Française, on voit souvent ça au générique des films, pour les acteurs de la comédie qui se prêtent au jeu du cinéma, c'est très classe, on peut le dire, et parce qu'après une année de présence, les pensionnaires peuvent être cooptés par décision du conseil d'administration de la Comédie Française pour devenir sociétaire, donc membre de la Société de la Comédie Française, et il faut maintenant aujourd'hui un arrêté du ministère de la Culture. En 20 secondes, quelle est la place qu'occupe Molière au sein de cette troupe? Alors un rôle encore très important, un rôle patrimonial, parce que les œuvres de Molière, c'est le fonds de commerce vraiment de la Comédie Française. Alors ça n'a pas toujours rapporté beaucoup au XVIIIe siècle, parce qu'on savait que Molière était là, mais ça ne faisait pas forcément venir des gens. Aujourd'hui, Molière a vraiment marqué de son empreinte la Comédie Française, et même si elle a été fondée 7 ans après la mort de ce grand comédien, ce grand auteur, on appelle la Comédie Française la maison de Molière, et on voit à l'écran le fauteuil de Molière, celui dans lequel il était assis lors de la dernière représentation du Malade imaginaire. Ça vous donne une idée vraiment de l'importance que le prince des comédiens a gardé et conserve aujourd'hui à la Comédie Française. Merci beaucoup Geoffroy Caillel de nous avoir présenté la Comédie Française. On vous retrouve évidemment lundi prochain, et moi je vous souhaite une excellente soirée sur le Figaro TV. À demain.